Alors, bonjour les guides. Alors, mon nom est Marie-Pierre, responsable de l'informatique pour l'Association des guides. Bienvenue à cette deuxième conférence. Alors, une conférence qui aura comme sujet la garde côtière. Donc, un sujet super intéressant qu'on a aujourd'hui. C'est notre deuxième conférence. La première avec M. Lemoine est disponible dans Teams, dans la section Devoirs, Assignments. Donc, vous pouvez y retourner si vous ne l'avez pas encore vu. Pour la conférence d'aujourd'hui avec Émilie, eh bien, ce sera la période de questions aura lieu mercredi le 2 mars à 19h. Donc, c'est là que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, avant de vous présenter notre conférencière, on va se mettre tout de suite dans le bain avec une petite vidéo justement sur la garde côtière. C'est quelque chose qu'Émilie voulait notre formatrice voulait nous présenter aujourd'hui. Donc, je m'occupe de vous présenter ça et ensuite, on revient à notre conférence. Donc, ça ne sera pas bien long. Je vous présente ça à l'instant. Nous sommes le Rouge et le Blanc, 114 navires, 21 hélicoptères et 4500 membres travaillant sans relâche à la protection du plus long littoral au monde que forment les 243 000 km de côte accidentées du Canada. Nous sommes des intervenants de première ligne, les piliers du système de recherche et de sauvetage du Canada, qui est le meilleur régime d'intervention au monde et sauve en moyenne 15 vies par jour. Nous demeurons vigilants pour surveiller à tous les jours 1233 déplacements de navires d'un bout à l'autre du pays grâce au personnel hautement qualifié de nos services de communication et de trafic maritime et des services techniques intégrés. Nous sommes les gardiens de l'environnement. Nous protégeons les milieux marins du Canada contre toute menace et dirigeons les interventions en cas d'incident de pollution d'un océan à l'autre. Nous sommes actifs dans les collectivités côtières et autochtones, où nous créons des partenariats et encourageons les Autochtones à jouer un rôle actif pour accroître la sûreté et la sécurité de leurs eaux. Nous faisons rouler l'économie canadienne en dégageant la glace des routes de navigation et en facilitant le transport de plus de 470 millions de tonnes de marchandises vers les ports canadiens chaque année. Nous sommes des soudeurs, des machinistes, des techniciens, des charpentiers, des électriciens. Nous entretenons et réparons l'équipement et les systèmes à terre qui permettent à notre organisation de se déployer en mer en tout temps. Nous sommes des innovateurs. Nous réservons à la Garde côtière canadienne un rôle proactif de premier plan dans le cadre du plan de protection des océans du gouvernement. Nous sommes un partenaire clé puisque nous collaborons avec nos partenaires pour faire respecter la loi en cernant les menaces et nous fournissons des navires, des hélicoptères et du personnel qui les aident à exécuter leur travail. Le Canada compte sur nous pour que nous adoptions une attitude proactive et volontaire face aux urgences, à la pollution et aux navires, préoccupant au large du littoral le plus long au monde. Nous sommes courageux, nous sommes dévoués, nous sommes la Garde côtière canadienne. Fantastique, vraiment une belle vidéo d'introduction. Oh mon Dieu, mon vidéo n'est pas vraiment terminée. Excusez-moi. OK. Désolée. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencière pour aujourd'hui. Alors, Émilie Proto-Beaulieu, conseillère principale en communication pour la garde côtière. Bonjour, Émilie. Bonjour. Vraiment une belle vidéo. C'est une bonne idée de l'avoir inclus à la conférence d'aujourd'hui. C'est vraiment une belle introduction. Est-ce que j'ai compris que la garde côtière sauvait 15 vies par jour? Oui, bien en fait, ça, je voulais vous en parler. La vidéo a été tournée en 2019, donc les statistiques ont changé là, aujourd'hui en 2022, mais je vais vous les redonner un petit peu plus tard là, avec la bonne mise à jour des statistiques. Ah, fantastique. Donc, sans plus tarder, en fait, je te laisse la parole, la place pour notre belle présentation et ils vont pouvoir se revoir à la fin. Parfait. Donc, je vais vous partager mon écran moi aussi pour que vous puissiez voir le petit PowerPoint que je vous ai préparé. Donc, je ne sais pas si tu peux me confirmer, Marie-Pierre, que tout est correct. Oui, Émilie, tout est beau. Bon.
Parfait. Donc, comme Marie-Pierre m'a présenté, en fait, je m'appelle Émilie. Je suis conseillère principale en communication pour la Garde côtière canadienne. Avant, j'ai travaillé depuis 2010, en fait, là, sur les stations de recherche et sauvetage du secteur Saint-Laurent, donc vraiment à partir de entre Montréal et Québec, le plus dépendant des années. Puis, j'ai également travaillé 3 ans au centre opérationnel régional de la Garde côtière. Donc, j'ai vraiment géré les navires, là, les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, puis également dans l'Arctique. Puis finalement, depuis janvier 2022, là, je suis dans mon nouveau poste là, de conseillère principale en communication pour la Garde côtière. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre organisation. On commence. Je voulais vous présenter, pour commencer, le mandat, la mission de la Garde côtière canadienne, très rapidement. Donc, notre mandat à la Garde côtière canadienne, c'est évidemment, on possède, mais surtout, on exploite la flotte civile du gouvernement fédéral. Puis, c'est cette flotte-là, en fait, qu'on utilise pour fournir les services maritimes qui sont essentiels pour les Canadiens puis les Canadiennes. On est également un organisme de service spécial du ministère Pêche et Océan Canada. Notre but, en fait, c'est vraiment d'aider le ministère à s'acquitter de sa responsabilité qui est de garantir aux Canadiens des voies navigables sécuritaires, accessibles, en tout temps, ou en tout cas, du moins autant que possible. On joue également un rôle prépondérant dans l'exploitation puis le développement durable des océans puis des voies navigables du Canada. En fait, on aide vraiment le gouvernement à répondre aux attentes du public en matière de sécurité, de sûreté, de santé et de productivité des eaux puis des côtes canadiennes. Puis les Canadiens, à quoi ils s'attendent, en fait, envers le gouvernement, c'est vraiment la protection du milieu marin, de soutenir la croissance économique, d'assurer la sécurité du public sur l'eau, d'assurer la souveraineté puis la sécurité du Canada en établissant notre présence finalement dans nos eaux canadiennes. Puis, comme mission, en fait, c'est qu'on a vraiment comme mission que nos services favorisent les priorités du gouvernement, en plus de contribuer à la prospérité économique, à la sécurité, à l'accessibilité, puis à la protection des eaux canadiennes. Je vous présente également rapidement une petite historique de la Garde côtière canadienne parce que bien qu'elle ait été officiellement fondée, créée, la Garde côtière en 1962, le 26 janvier plus précisément, donc on vient tout juste de fêter notre 60e anniversaire, ceci étant dit. L'histoire de la Garde côtière là, date de bien avant ça, donc on retrouve des brides de l'histoire à partir des années 1700. En fait, c'est dans les années 1700 qu'on a commencé à constater l'arrivée des premières embarcations de sauvetage, puis également la construction des premiers phares dans l'Est du Canada, qui ont été construits vraiment dans le but de surveiller notre littoral. Puis les phares sont devenus de plus en plus importants en prévision de la guerre de 1939. La raison, en fait, c'est que les gardiens de phare étaient vraiment dans une excellente position pour servir de force de surveillance côtière. Parce qu'en 1939, le radar côtier, il existait, mais il était très, très peu développé et pas assez fiable. Donc, c'est vraiment le balayage visuel assidu que les gardiens de phare faisaient qui restait vraiment la meilleure méthode là, pour détecter les signes d'une attaque ennemie potentielle. Sinon, dans les années 1800, les premiers bateaux de patrouille de pêche ont commencé à apparaître le long du littoral également. 1868, c'est le gouvernement fédéral là, qui a créé le ministère de la Marine et des Pêches. Je fais un bon saut dans le temps, je me rends en 1940, où est-ce que, en fait, c'est l'année où il y a eu de plus en plus de pressions là, qui ont été faites sur le gouvernement là, de la part de nombreuses organisations, puis des collectivités aussi, là, afin que le gouvernement crée une garde côtière nationale. Combiné à l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1958, ce qui a eu comme effet, en fait, une prise d'expansion très considérable du commerce. Ça nous mène finalement en 1962, où on a officiellement créé la Garde côtière canadienne. Donc, c'est le ministre des Transports qui a annoncé que la flotte de navires du ministère des Transports devenait la Garde côtière. Par la suite, 1965, la Garde côtière a connu une importante expansion. Puis, elle a eu besoin de former de plus en plus de nouveaux officiers et de membres d'équipage. C'est à ce moment-là que le Collège de la Garde côtière canadienne a ouvert ses portes pour répondre à la demande croissante de personnel navigant. C'est encore aujourd'hui le Collège qui offre en fait le programme de formation en ingénierie navale puis le programme de formation des officiers de navigation. Depuis 1973, le Collège s'est mis à offrir le programme de formation aux officiers aux femmes. Et c'est en 1984 qu'on a eu notre première commandante de navire à la Garde côtière canadienne.
c'était Mme Myriam Van Roosmalen, qui était commandante sur le NGCC Kenoki. 1995, la garde côtière est officiellement transférée au ministère des Pêches et Océans. Puis ça, c'est une date importante parce qu'on avait la flotte de la garde côtière à laquelle on a joint finalement, on a intégré les navires scientifiques du ministère des Pêches et Océans, ainsi que la flotte de conservation et de protection aussi de ce ministère-là. Donc, on a vraiment agrandi la flotte de la garde côtière en 1995. 2005, en fait, c'est l'année où est-ce que la garde côtière a vraiment été déclarée organisme de service spécial du ministère des Pêches et Océans, comme je disais un petit peu plus tôt, ce qui nous a rendu responsables de vraiment différents programmes, plusieurs programmes. J'en parlerai pas beaucoup, en fait, parce que le commandant Julien, qui va vous adresser la parole dans quelques minutes, va en parler plus que moi, donc je vais lui laisser cette portion-là. Donc, pour répondre à la demande continue qui est continuellement grandissante, en fait, la garde côtière dispose actuellement de 123 navires, de 23 hélicoptères, de 17 000 aides à la navigation. Dans les aides à la navigation, là, on peut penser à tout ce qui est les aides fixes sur la terre, mais aussi toutes les aides flottantes, comme les bouées, par exemple. Et on a également 183 tours de communication maritime. Aujourd'hui, la garde côtière n'est pas seulement responsable de la plus longue côte au monde, mais aussi de la circulation sûre des navires commerciaux internationaux qui franchissent nos frontières, des citoyens canadiens puis des citoyens de toute autre nationalité, en fait, qui font de la navigation de plaisance sur nos plans d'eau, puis également de la prestation de services à nos collectivités du Nord. Le Canada possède l'une des zones de responsabilité de recherche et sauvetage les plus diversifiées, les plus vastes et les plus difficiles au monde. La garde côtière répond donc à plus de 6 000 appels par an de personnes, de navires et d'aéronefs en danger imminent. Ça consiste à dire en fait qu'une journée moyenne à la garde côtière, c'est de répondre à 19 incidents, de porter assistance à 68 personnes et à sauver 18 vies par jour. Donc, la garde côtière canadienne, elle est évidemment forte d'une riche histoire d'innovation et d'excellence, puis elle reste encore aujourd'hui un chef de file qui est reconnu là, en matière de services et de sécurité maritime, tant au plan national qu'international. Oh, attends un petit peu, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ah, voilà. Avant de laisser la parole au commandant Julien, je voulais vous présenter en fait le logo de la garde côtière canadienne pour vous l'expliquer un petit peu. Le logo, en fait, c'est un emblème qui combine le rouge et le blanc, évidemment, pour les couleurs du Canada. On a le blanc qui représente également la glace, qui est une portion vraiment importante qui prend beaucoup de place à la garde côtière. Le bleu qui représente l'eau, la feuille d'érable, évidemment, pour l'emblème du Canada. Les deux dauphins représentent les navires de la garde côtière canadienne. Vous allez me demander pourquoi des dauphins? Bien, en fait, les dauphins, dans le monde marin, c'est vraiment l'ami des marins. Ils sont traditionnellement perçus comme des animaux porte-bonheur qui sont prêts à se porter au secours des marins, ce qui représente assez bien en fait le rôle de la garde côtière, puis notre principale préoccupation, qui soit en fait d'assurer la sécurité sur les eaux canadiennes. On a également le cordage qui entoure l'emblème, qui représente un élément crucial de la vie en mer. Puis finalement, la couronne pour indiquer que les navires de la garde côtière sont au service de la reine ou du chef du Canada. Puis, dernier petit fait que je voulais vous présenter, c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant la présentation pour vous, donc je trouvais ça le fun de le partager avec vous. Je vous présente sur l'écran le NGCC Louis-Saint-Laurent, qui est actuellement notre plus grand navire qu'on a dans la flotte de la garde côtière là, pour l'instant. Ce navire-là, en fait, a été utilisé dans le film à succès Titanic. On l'a utilisé, en fait, pour aller filmer des scènes en mer près de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Donc, voilà un petit fait intéressant là, que j'ai découvert et que je vous fais découvrir. Pour la suite, je vous laisse avec le commandant Julien. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Il a travaillé sur le Martel Black là, dans les dernières semaines, puis il était en congé aujourd'hui. Donc, j'ai préenregistré sa conférence pour vous la présenter. J'espère que la vidéo, le son vont être bons malgré le partage d'écran. Commandant Julien arrivait d'une opération de déglaçage, donc il avait eu peu de temps pour se préparer, mais vous allez voir, c'est un homme plein de ressources, c'est très intéressant. Donc, je le laisse se présenter, puis on se reparle tout de suite après.
Oui, bonjour. Je m'appelle Stéphane Julien. Je suis un commandant retraité de la Garde côtière canadienne. Oups, Émilie, on n'a plus le son, malheureusement. Un petit peu. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Peut-être parce que je me suis mis sur mute que ça l'a enlevé. Ah, ouais, je pense que c'est ça. Un petit peu. Je vais le vous recommencer. On va le repartir au début. OK, merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Stéphane Julien. Je suis un commandant retraité de la Garde côtière canadienne, retraité depuis 2019, mais toujours actif à temps partiel, tant pour faire des remplacements aux besoins ou donner de la formation aux commandants qui ont un petit peu moins d'expérience que moi. Donc, c'est ce que je fais en ce moment à bord du Martin Black. Je mêle avec un jeune commandant qui commence, puis j'essaie de lui donner le plus possible mon savoir accumulé au fil des années. J'ai commencé à la Garde côtière en 1980 et j'occupe le poste de commandant depuis 1994 sur différents navires, des petits navires, des baliseurs. C'est comme ça qu'on apprend notre métier tranquillement. Des navires plus petits qui naviguent dans le fleuve Saint-Laurent pour venir à des navires un peu plus gros, des brises-glaces légers, puis finalement arriver sur des brises-glaces plus gros comme le Pierre Radisson, des Groseilliers, la Montagne à Québec. La Garde côtière à Québec, c'est une présence constante. Les gens de Québec sont habitués de voir les navires rouges et blancs soit amarrés au quai de la Reine, en réparation ou en préparation pour des missions, ou encore simplement en naviguant dans le fleuve Saint-Laurent. L'hiver, les brises-glaces sont très, très actifs à Québec parce que c'est un point névralgique dans la navigation dans le Saint-Laurent, mais aussi l'été par des baliseurs, des navires de recherche et sauvetage, des sondeurs, des aérousseurs qui passent en avant de Québec. Donc, la population riveraine du Saint-Laurent, en général, sont quand même très habitués à voir les navires de la Garde côtière canadienne circuler sur le fleuve Saint-Laurent. Le quai de la Reine est la base officielle de la Garde côtière à Québec. Donc, c'est pour ça, des fois, vous pouvez voir le quai rempli de navires. Et des fois, il n'y a absolument personne au quai parce qu'on est tous en mission. Durant l'hiver, on ne peut pas s'accoster au quai de la Reine parce que c'est un quai qui n'est pas abrité du mouvement des glaces, contrairement à certains autres quais à Québec. Donc, le quai, sauf exception, si on doit s'y rendre pour aller chercher de l'équipement de manière urgente, on va le faire, mais on ne restera pas au quai de la Reine. Donc, l'hiver, vous ne verrez pas de navire au quai de la Reine. C'est seulement durant la saison où il n'y a pas de glace. Le quai de la Reine existe depuis les années 1800. C'était pas le quai de la Garde côtière parce que la Garde côtière n'existait pas à cette époque-là. Mais il y avait des navires du gouvernement, il y avait des navires commerciaux, il y avait le quai servait à l'entreposage de matériaux, à l'entreposage de cargos qui arrivaient ou qui partaient pour l'Europe à ce moment-là, ou des autres destinations à l'intérieur du Canada. Il y avait même un de nos bâtiments qui est sur le quai en ce moment, qui était l'ancien édifice des douanes. Les douanes, évidemment, sont plus là, mais dans ce temps-là, les gens arrivaient tous par bateau, ils n'arrivaient pas par avion. Donc, on comprend que la douane maritime, c'était quelque chose d'important et de très essentiel à avoir proche de nous. En 1962, la Garde côtière a été officiellement formée, a pris le nom de Garde côtière canadienne. Mais les navires du gouvernement étaient quand même présents avant ça. Ça s'appelait DOT, Department of Transport, le département du transport. Les navires étaient noirs et blancs, il n'y avait pas de barre blanche, il n'y avait pas de signe, il n'y avait pas de marqué Garde côtière ou DOT. C'était simplement les navires étaient noirs et blancs avec un nom et ils appartenaient au gouvernement. C'était le début de l'époque des brises-glaces, qui était beaucoup moins fort que maintenant. Le fleuve Saint-Laurent, dans les années 60, commençait à peine à être ouvert à la navigation hivernale jusqu'à Montréal. Avant, le fleuve gelait au complet jusqu'à Québec. Donc, les navires qui arrivaient l'hiver ne pouvaient pas aller en amont de Québec. Donc, à un moment donné, ils ont décidé de tenter l'expérience et de garder le chenal ouvert jusqu'à Montréal avec
un succès mitigé au début, puis ensuite, on a appris à contrôler le flot des glaces. Mais avant ça, les brise-glaces étaient quand même là. Il y avait des D-Gray, il y a eu Ernest Lapointe, le CDR, les premiers brise-glaces qui étaient là bien avant les années 60, qui ont quand même donné des bons services de déglaçage. La garde côtière, c'est pas seulement aussi le déglaçage, il faut d'autres choses. Premièrement, une présence continuelle sur le fleuve Saint-Laurent, les eaux du Golfe, de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, recherche et sauvetage. Si quelqu'un est en détresse, évidemment, notre tâche première, peu importe ce qu'on fait, on va quitter pour aller aider des gens qui sont dans le besoin ou que leur vie est en danger. Recherche et sauvetage. L'été, on a des unités qui sont dédiées à recherche et sauvetage qui libèrent les plus gros navires pour faire d'autres tâches. Mais l'été, mais l'hiver, la recherche et sauvetage est assurée aussi par les brise-glaces. Donc, on peut être hacké en attente, il n'y a pas la glace descend bien dans le fleuve, c'est tranquille, les navires n'ont pas besoin d'assistance, et puis d'un coup, on a un appel, quelqu'un qui est tombé d'un quai ou peu importe la nature de l'occurrence, à ce moment-là, ça devient notre priorité d'aider cette personne. On fait aussi de l'intervention environnementale. On est en support à un programme qui est l'intervention environnementale. Donc, s'il y avait de la pollution majeure, hypothétiquement, on pourrait être envoyé sur le site, servir de base logistique parce que les navires de la garde côtière ont quand même une bonne capacité en personnel, une bonne capacité en communication. Donc, on pourrait servir de support logistique, on pourrait servir en support aussi pour ramasser éventuellement les hydrocarbures ou aider au ramassage la récupération des hydrocarbures. On fait aussi du sondage dans le fleuve pour garantir la profondeur navigable pour les navires de commerce qui montent jusqu'à Montréal et même plus haut. Donc, l'été, on fait du sondage régulièrement. On a des aides à la navigation aussi. Nos navires posent et enlèvent les bouées, entretiennent les bouées, les récupèrent lorsqu'elles partent à la dérive. Ça arrive parfois, c'est rare, mais ça arrive. Les déglaces l'hiver. On laisse quand même certaines bouées dans le fleuve l'hiver, puis souvent, quand les froids sont très intenses, il se forme une espèce de boule de glace après la bouée, et à ce moment-là, il faut aller la déglacer pour qu'elle soit visible pour les navires de commerce. Donc, les aides à la navigation, c'est une des tâches aussi qui incombe à la garde côtière. Et évidemment, en ayant des brise-glaces, les gens souvent se disent des brise-glaces qui vont pas l'été, les brise-glaces vont dans l'Arctique. La majorité de nos gros brise-glaces, on envoie 6 brise-glaces dédiés à la tâche et un brise-glace de recherche d'Amundsen aussi qui va dans l'Arctique, donc une possibilité de 7 brise-glaces. Maintenant, on a aussi acquis de nouveaux brise-glaces de navires de la Suède qu'on a réparés, qu'on a mis au standard de la garde côtière pour qu'ils remplissent nos besoins. Donc, on a 3 brise-glaces supplémentaires. Qui n'iront pas nécessairement tous ensemble dans l'Arctique, mais qui peuvent servir aussi de navires de pointe lorsque c'est bon. Dans la région du Québec, dans la région centrale, mais particulièrement sur le fleuve Saint-Laurent, à la base de la garde côtière, on a en ce moment 4 brise-glaces. On a 3 brise-glaces lourds, le Pierre-Addison, le Desgroseilliers et le Amundsen. Ensuite, on a un brise-glace léger, le Martel-Blanc. Par contre, on a un 5e brise-glace qui s'en vient, qui va s'appeler le Vincent Massé, qui est un des navires qu'on a acheté. On est en train de le moderniser et de le mettre à la main de la garde côtière. Et probablement, à l'automne 2022, on devrait avoir ce 5e gros brise-glace disponible pour les opérations de la garde côtière sur le fleuve Saint-Laurent. Moi, je suis sur les brise-glaces depuis les années 2000. En fait, commandant sur les brise-glaces plus petits, après ça, sur les autres plus gros brise-glaces 2003. Donc, j'en ai fait un peu ma spécialité. Ça fait près de 20 ans que je fais ça. Comme commandant, je l'avais fait un peu aussi avant comme officier de navigation et commandant sur. Donc, c'est une grosse partie du travail de la garde côtière, c'est le déglaçage. C'est la nature du Canada, un pays froid. L'été, même s'il fait chaud dans le sud, on a encore beaucoup de glace dans l'Arctique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de nos opérations de déglaçage dans le fleuve Saint-Laurent. D'abord, comme je dis, la navigation se fait jusqu'à Montréal
tout l'hiver. Ça arrête à Montréal. L'été, les navires rentrent dans la voie maritime du Saint-Laurent, dans les écluses de Saint-Lambert et vont jusqu'à la tête des Grands Lacs, Thunder Bay, Duluth aux États-Unis. L'ensemble des Grands Lacs est accessible à partir du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Mi-décembre, environ. À partir de là, les écluses ferment, donc la navigation arrête à Montréal. Donc, à l'hiver, il y a des endroits stratégiques, il y a des endroits qui sont vulnérables aux embâcles, des endroits où la glace pourrait facilement arrêter et ainsi créer un bouchon et empêcher la navigation. Vous comprenez aussi qu'il y a la grosseur de navires qui rentrent, des porte-conteneurs, des pétroliers, des navires cargo, des navires avec des produits chimiques. Un fleuve Saint-Laurent arrêté pendant 10 jours avec l'impossibilité de se rendre jusqu'à Montréal, c'est des pertes économiques énormes. Donc, la pression, l'importance de garder le chenal maritime ouvert est très, très grande. Ça peut avoir des conséquences économiques quand même assez importantes. Donc, le premier endroit névralgique, en partant de Montréal, c'est Trois-Rivières, le lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre, c'est un endroit où le fleuve s'élargit naturellement. C'est pas un vrai lac, c'est la partie du Saint-Laurent, mais c'est comme ça devient très, très large, comme une grosse ballonne dans un fleuve quand même relativement étroit. Ça porte le nom de lac et ce qui est à l'extérieur du chenal de navigation est très peu profond. Donc, il se forme à cet endroit-là une banquise qui est maintenue en place par divers moyens, des estacades, des îlots artificiels, et le brise-glace a la charge de s'assurer que le chenal de navigation qui se trouve au centre du lac est constamment ouvert et que les glaces sont constamment en mouvement. Donc, pour ça, on base un brise-glace à Trois-Rivières qui est en alerte, 24 heures sur 24, et 1 heure d'avis. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe, on part, on réchauffe les moteurs, on largue les amarres et on s'en va briser dans le bord ou assister qui en a besoin, si jamais c'est un besoin de navire. Le navire, évidemment, 24 heures sur 24, donc du personnel à bord qui permet du personnel de corps qui fait une rotation qui donne 24 heures sur 24 de présence de quelqu'un à la timonerie, l'endroit où les opérations sont dirigées, ou à la salle des machines. Donc, à bord, on fait un cycle de 28 jours, on travaille 12 heures par jour pendant 28 jours, puis après ça, c'est une autre équipe qui vient nous remplacer pour continuer le reste de la saison. Donc, on fait 28 tonnes, 28 heures. Vous comprenez donc qu'on est en pratique pratiquement, en fait, captif du navire pendant 28 jours. On peut aller à terre lorsque les conditions s'y portent, mais toujours en pensant qu'il faut revenir rapidement pour être disponible pour aller partir avec le navire. Donc, Trois-Rivières, premier endroit. Ensuite, Québec. Québec, c'est un goulot d'étranglement sous les ponts. C'est l'endroit où le fleuve devient le plus étroit. Sur les ponts de Québec et de Pont-Pierre-Laporte. Donc, la glace qui descend du Saint-Laurent se compresse pour passer sous les ponts. Donc, ça fait la glace épaissit. La vitesse de la glace augmente par effet Venturi. Le courant est plus rapide sous les ponts qu'ailleurs, en amont ou en aval. Parce que c'est un goulot d'étranglement. Donc, les navires, parfois, quand il fait très froid, les navires de moindre puissance ont besoin d'assistance sous les ponts. Donc, on peut être appelé un navire, mettons, un pétrolier qui part de la raffinerie Outre-Mer à Québec, qui s'en va à Montréal. Bon, si le point de marée n'est pas bon, la marée baissante, des grosses conditions de glace, il va demander de l'assistance. On rejoint le navire à son point de départ et le brise-glace se met en avant du navire escorté et procède tranquillement et avec précaution jusqu'au bord des ponts de Québec et vers Saint-Nicolas, à hauteur de Cap-Rouge. À ce moment-là, le fleuve s'élargit, la pression s'élimine et le navire est capable de procéder, de continuer son chemin seul. Donc, Québec, ça peut parfois aussi être un navire qui descend de Montréal et qui s'en va vers la mer ou qui s'en vient vers Québec. Puis, ça arrive parfois que même les conditions sont telles que les navires ont de la misère à passer le pont, mais sur la marée baissante, sur la marée montante aussi, ce qui est plus rare, mais ce qui peut se produire aussi de temps en temps. Donc, en alerte vraiment continuellement pour être capable de répondre aux questions. Mais aussi, on a la chance, comparativement à l'époque où j'étais un jeune officier, où il fallait aller visuellement voir si la glace était en mouvement en dessous des ponts. On prenait un véhicule, on allait en dessous des ponts, on voyait côté la glace descend, c'est beau, la brise-glace, c'est beau, la glace est en mouvement. Maintenant, on a des caméras
On a des radars qui sont placés à des endroits stratégiques. On est capable de voir le mouvement des glaces même quand il fait noir. Puis en dessous des ponts de Québec, on a une caméra qu'on peut déplacer. On voit si la glace est continuellement en mouvement. Donc, la technologie nous permet d'être encore plus au fait de ce qui se passe dans le fleuve Saint-Laurent. Du statut de la glace. Est-ce qu'il y a des ralentissements à des endroits? Est-ce qu'il y a des navires qui semblent être en difficulté? Bon, donc, encore une fois, peu importe qu'on voit sur les caméras, que ce soit un appel d'un navire commercial, que ce soit quelqu'un qui nous avise de quelque chose à partir de la rive, navire, on reçoit l'appel, on réchauffe nos moteurs à l'intérieur du nord des parties. Donc, Trois-Rivières, un brise-glace, Québec, un brise-glace. Entre ces points-là, généralement, les navires sont capables de naviguer. Le fleuve est assez large, c'est bien balisé. Les conditions de navigation font qu'un navire, normalement, est capable de procéder par lui-même entre ces points névralgiques. Troisième brise-glace va être placé dans le Saguenay. Le Saguenay, c'est le grand fjord qui commence au fleuve Saint-Laurent et qui monte jusqu'au lac Saint-Jean, en fait, là, à la rivière, mais qui se rend jusqu'à Port-Alfred. Port-Alfred, c'est l'industrie principale, c'est l'aluminium. On a beaucoup d'aluminium et aussi un autre quai qui est tout près à Grand'Anse, puisqu'il y a aussi du transport de bois, du transport de dynamite, du transport de copeaux de bois, de sel, il y a toutes sortes de choses qui vont à ce quai-là. Donc, et le Saguenay a la particularité, lui, contrairement au fleuve Saint-Laurent à Québec, qui est un mouvement, une glace, un environnement dynamique, dans le Saguenay, ça gèle comme un lac. À partir du milieu du Saguenay, ce qu'on appelle l'île Saint-Louis, l'anse Saint-Jean, le secteur de l'anse Saint-Jean, environ une quarantaine de milles de la tête du fjord, ça gèle à tous les hivers comme un lac. Ça fait une belle glace franche. C'est utilisé d'ailleurs pour les gens pour la pêche blanche, la motoneige, les touristes vont promener sur la glace. Il y a des expéditions de ski de fond qui se font le long du Saguenay. Lorsque le couvert de glace est bien pris et il est assez épais, c'est une grosse activité. Mais au travers de ça, il y a des navires quand même qui vont à Port-Alfred pour livrer au quai de Port-Alfred ou au quai de Grand'Anse pour aller livrer leurs marchandises et aller chercher aussi des fois des produits. Donc, ces navires-là ont besoin d'être assistés et on a constamment un brise-glace qui est assigné dans le Saguenay. C'est un endroit assez intense quand on fait le Saguenay parce que il y a beaucoup de navires qui entrent et qui sortent des fois, puis s'il faut les coordonner, ils sortent le navire en rentrant, il y a une certaine place limitée à pied. Donc, le brise-glace peut escorter pendant 12 heures un navire qui s'en va à Port-Alfred. Et il arrive avec son navire, puis l'autre est prêt à partir. Bon, elle l'aide à partir, il repart avec en descendant pour l'escorter en sortant. Puis là, en arrivant là, des fois, il y en a un autre qui s'en vient, fait qu'on a pris pour remonter. C'est un jeu de va-et-vient dans une traque qui est bien définie. On ne peut pas sortir de la traque, sauf lorsqu'elle devient trop épaisse, assez tard dans l'année. Puis la raison de ça, c'est parce que justement, les endroits qui ne sont pas cassés sont utilisés par les gens, la pêche blanche, les secteurs touristiques aussi l'utilisent. Donc, on veut que la population sache très bien où le navire va passer. Donc, c'est une trace qui est maintenue tout l'hiver. On a un brise-glace qui est laissé là. Ensuite, quatrième brise-glace, souvent le Martin Black, le petit, lui se promène. Il va aller faire le secteur de l'estuaire, Matane, Rimouski, les Méchins, qui est un chantier maritime. On est là ce matin, on est allé au large de les Méchins pour un navire qui est en réparation et qui sort de la cale sèche. Donc, on a brisé la glace au quai pour qu'il puisse sortir le navire et que lui puisse reprendre le large. C'est le navire qui est un peu le vagabond du groupe. On peut être appelé à monter, c'est un baliseur, on peut être appelé à monter dans le fleuve Saint-Laurent pour replacer les bouées, déglacer les bouées lorsque requis. On fait un petit peu de déglaçage d'escorte dans l'estuaire du Saint-Laurent. On fait du déglaçage de port. On peut aussi remplacer un navire qui va aller dans le Saguenay au besoin. On peut aller remplacer à Trois-Rivières aussi. Le seul endroit où on ne laisse pas un navire comme le Martin Black, notre plus petit brise-glace, c'est à Québec, parce que c'est un endroit où les glaces sont le plus difficiles à gérer, beaucoup de pression sur le pont, donc ça prend beaucoup de puissance. Le navire Martin Black a 7500 forces comparativement à 15 000 forces pour nos autres 3 roues brise-glace. Donc, les brise-glaces lourds ont 100 mètres de large, 20 mètres 100 mètres de long, 20 mètres de large. Le Martin Black est à 82 mètres de long et 17 mètres de large, donc moins de déplacement. Donc, on fait une trace moins large, on a moins de puissance. Donc, Québec, ce n'est pas un endroit pour ce navire-là pour le déplacement.
Donc, on peut aller à Trois-Rivières, on peut aller dans le Saguenay ou dans l'estuaire. Donc, c'est les 4 endroits. Et ça, c'est durant la saison, je pourrais vous dire, du mois de la mi-décembre, où les glaces commencent à être en alerte. Il y a des années que la glace passe à la pleine largeur du Saint-Laurent début décembre. Puis il y a des années qu'en décembre, il y a des gens qui jouent encore au golf à Montréal. Comme Québécois, je pense qu'on sait très bien que les hivers ne sont pas tous pareils. Il y a des hivers qui partent très, très rapidement. Fin novembre, la glace est dans le fleuve, puis des fois, après ça, en février, elle disparaît. Il y a encore de la glace sur les bateaux, mais je veux dire, dans le chemin de navigation, c'est couvert, c'est de l'eau, il n'y a presque plus de glace qui se fait. Ça fait que c'est très, très variable d'une année à l'autre, mais normalement, la mi-décembre, les glaces sont prêtes et ça va jusqu'à la fin avril pour le secteur du Saint-Laurent. Évidemment, la glace, c'est quelque chose de dynamique, ça descend. Le golfe Saint-Laurent se remplit de glace certains hivers. Et au mois de mars, avril, le golfe, des fois, est couvert de glace. Alors, quand on commence à avoir un peu être tranquille un peu plus à Québec, le besoin des briseurs, c'est plus requis à Québec. Parfois, les briseurs sont envoyés dans le golfe Saint-Laurent ou encore dans la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, à ce moment-là, on a toujours un navire qui monte dans la voie maritime à l'ouverture vers le 24 mars. C'est le premier navire qui rentre, qui fait une trace, qui brise la glace lorsqu'il y en a. Et nos briseurs sont parfois même appelés dans l'hiver particulièrement rigoureux, comme c'est arrivé en 2014 et 2015. Avec le Radisson, on a monté sur le lac supérieur, jusqu'à Thunder Bay, à la tête des Grands Lacs complètement. Le lac supérieur, c'était couvert complètement de glace, un phénomène qui se produit une fois par 30 ans environ. Et en 2014 et en 2015, ça s'est produit 2 années de suite. Donc, on est monté sur les Grands Lacs avec des conditions de glace très, très sévères. Le fleuve Saint-Laurent était fondu. On commençait à poser des bouées, les embarcations de sauvetage, les embarcations de plaisance commençaient à sortir. La vie d'été recommençait au Québec, mais sur les Grands Lacs, sur le lac supérieur et le lac Huron, c'était gelé. On était affairé à la tâche. On était revenu avec le Pierre Radisson à Québec le 11 mai. Juste pour vous donner un exemple, c'était une des arrivées les plus tardives d'un brise-glace à Québec pour la fin des opérations. Et quand l'hiver est terminé, on arrête. Les brise-glaces, on a travaillé dur, la machinerie a besoin d'être déchaînée un peu. Nos navires, comme on sait très bien, ne sont pas nécessairement des navires très récents. Le Pierre Radisson est construit en 1978, donc 44 ans. Il arrive à 44 ans. C'est des navires qui ont été très bien entretenus, qui ont été très bien conçus. Donc, on est capable de les étirer plus que la normale. On s'attend à faire peut-être une vingtaine d'années encore avec ces navires. On va avoir besoin de soins comme une personne âgée, dans le fond, le parallèle peut se faire. En vieillissant, on a besoin d'aller voir le docteur souvent. Les briseurs, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bons. Il faut juste qu'on en prenne un peu plus soin et qu'on mette un peu plus d'entretien dessus. Ils sont encore très, très bons. Donc, à la fin de l'hiver, on répare nos navires, que ce soit un moteur principal, on fait un peu d'électricité, on fait la peinture, on s'assure qu'il ne soit pas trop rouillé parce qu'on veut que l'acier reste sain et ne vienne pas rouiller. Donc, un bon travail d'entretien. Parfois, le navire va en chantier maritime, 2 fois par période de 5 ans, il faut le mettre au sec, travailler les oeuvres, la coque, les valves qui sont sous l'eau, la peinture, l'inerta qui empêche la glace, la neige bouillie de coller après la coque. Donc, il y a plein de choses à faire, 2 fois par période de 5 ans. Puis, normalement, vers le fin juin, on part pour l'Arctique. On ne part pas tous ensemble, on part à tour de rôle parce qu'on a une période de à peu près 4 mois et demi à couvrir dans l'Arctique. Ça prend une présence d'environ 4 mois et demi dans l'Arctique. Et on fait des voyages d'environ 3 mois. 3 mois et demi. Donc, le premier parti, qui est souvent le navire du Québec, un de nos brise-glaces, que ce soit des Radisson ou des Groseilliers, est le premier à revenir. Nous, quand on part à la mi-juin, fin juin, on revient à la mi-octobre, début octobre, mi-octobre, on est revenu à Québec. Puis on commence nos réparations, encore une fois, pour se préparer pour l'hiver à la mi-décembre. C'est continuellement une roue. Le deuxième brise-glace va peut-être quitter début juillet, deuxième semaine de juillet. Les navires du Québec sont les premiers à partir parce qu'ils sont les premiers à revenir parce que nous, on a de la glace dans le fleuve Saint-Laurent avant les autres régions. Les navires qui sont basés à Terre-Neuve, dans la région de l'Atlantique, la glace se forme plus tard parce que c'est l'océan. Donc, eux, ils ont besoin souvent, ils deviennent opérationnels en janvier, fin janvier, ils deviennent opérationnels. À ce moment-là, ils sont assignés, soit ils viennent nous donner un coup de main dans le fleuve Saint-Laurent quand les conditions sont trop difficiles,
ou encore ailleurs dans des endroits comme à l'île du Prince-Édouard, à Northumberland, au nord de Terre-Neuve, quand la glace de l'Arctique descend jusqu'à Terre-Neuve. Donc, ils sont à Disney, mais ça se passe un peu plus tard. C'est pour ça nous, on est à Québec, à la base de Québec. Nos brise-glaces partent les premiers, parce qu'ils reviennent les premiers, puis on a besoin de cette période-là de réparation pour être les premiers opérationnels en hiver à mi-décembre. Donc, c'est ça. On va dans l'Arctique, on fait 3 rotations. On fait des rotations à l'époque, on faisait des rotations de 6 semaines. 2 rotations de 6 semaines. 6 semaines de 6 semaines, et ensuite, on faisait une rotation de 4 semaines. C'est cette rotation-là qui ramenait directement. Maintenant, on est rendu des rotations de 28 jours, aussi 4 semaines, que l'on soit dans l'Arctique ou dans le sud du Canada, dans le fleuve Saint-Laurent. Ce sont des rotations de 4 semaines. Donc, on fait dans l'Arctique à peu près 4. Chaque équipe va faire 2 rotations dans le voyage. L'équipe qui part avec le navire, c'est pas ceux qui vont ramener le navire, c'est l'équipe suivante. Dans l'Arctique, pourquoi les navires de la garde côtière vont dans l'Arctique? D'abord, avant tout, c'est qu'il y a des communautés qui sont là et on a besoin d'aider, d'assister au ravitaillement des communautés. Par le passé, dans le temps que les navires étaient noirs et blancs, ou dans les premières années de la garde côtière, les navires de la garde côtière participaient même au ravitaillement de certaines communautés. Les communautés étaient plus petites. On arrivait parfois à cette besace qui avait le cargo à bord, puis on pouvait débarquer, en tout cas, une certaine partie du cargo. Mais rapidement, le besoin d'avoir des navires commerciaux avec une plus grande capacité s'est fait sentir. Il y a un ravitaillement annuel qui se fait. Donc, la mission première, dans le fond, quand on arrive dans l'Arctique, c'est d'assister les navires pour se rendre dans les communautés pour amener autant le pétrole qui sert pour les véhicules, mais aussi pour des gros réservoirs à terre, parce que comme il n'y a pas de centrale électrique dans l'Arctique, le courant est produit par des génératrices pour la ville, pour les communautés. Donc, il faut qu'ils accumulent des grosses quantités de carburant pour faire toute l'année, parce que l'hiver, il n'y a personne qui va en Arctique, les conditions de glace sont plus difficiles. Donc, on assiste au ravitaillement des communautés. On voit si une communauté a beaucoup de glace, c'est surtout au début de l'été, quand on est pas mis les airs, quand on arrive, il y a encore pas mal de glace, donc on travaille dur à amener les navires commerciaux dans les communautés. Ensuite, évidemment, comme je disais, recherche et sauvetage, toujours la même chose. Dans l'Arctique, ça peut être un navire commercial qui est en difficulté, une évacuation médicale sur un navire commercial ou sur un navire de la garde côtière, aussi ça peut nous arriver, mais aussi les résidents de l'endroit, les Inuits, sont des gens qui utilisent beaucoup les plans d'eau pour évidemment se déplacer, mais aussi pour se nourrir, aller à leur site de chasse et de pêche de l'été. Donc, ça nous arrive aussi d'avoir des gens qui partent à plusieurs personnes dans des chaloupes. Des bonnes chaloupes, il ne faut pas imaginer, c'est une chaloupe qu'on a dans le sud, c'est des bons canaux de mer bien équipés avec un cabinage, mais qui peuvent des fois tomber en difficulté. Ou des fois, les Inuits sont dans des endroits isolés, puis qu'il y a quelqu'un qui est malade. On est encore chanceux maintenant, on a la technologie facilité bien des choses, les téléphones satellites, les Inuits qui se promènent de façon isolée, la majorité du temps maintenant, ont des téléphones satellites. Ils sont capables d'appeler directement. La femme est malade, mon enfant fait de la fièvre, je suis à 200 000 de la communauté, ce que vous pouvez venir, on va prendre notre hélicoptère, on va aller les assister. Donc, recherche et sauvetage est aussi toujours présent. C'est toujours, en fait, la tâche numéro 1, la tâche primaire de la garde côtière. Le fait aussi qu'on soit dans l'Arctique, qu'on arrive à un moment donné avec 6-7 brises, qu'on fasse de la recherche, c'est de la présence. Donc, on a une souveraineté dans l'Arctique, la présence. Les navires canadiens, les navires rouges et blancs de la flotte sont une présence officielle du gouvernement. On commence à avoir quelques brises-glaces à moins grande capacité, mais des brises-glaces de la Navy aussi qui peuvent monter dans l'Arctique. Donc, tout ça fait une présence qui affirme notre souveraineté dans l'Arctique et qui fait un point légal quand même assez important pour continuer à affirmer que l'Arctique canadien est au Canada et n'appartient pas au reste de la planète. Le terme utilisé souvent par les juristes, c'est « use it or lose it ». Donc, utilisez-le ou perdez-le. Donc, en étant présent, c'est une
On a des communautés, des gens qui vivent là, des Inuits qui vivent dans l'Arctique, quelques gens du Sud aussi vivent là maintenant, mais en grande partie des Inuits sont dispersés sur le territoire. Nous, on supporte ces communautés-là, donc c'est une façon d'affirmer notre souveraineté dans l'Arctique. Du sondage aussi, parce que l'Arctique, même si on est en 2022, il y a des endroits où on va dans l'Arctique, la carte est blanche, il n'y a aucun sondage, il n'y a aucune donnée bathymétrique qui nous garantit qu'il y a de l'eau à cet endroit-là. Donc, on peut avoir des surprises. On essaye de rester aux endroits où il y a des données bathymétriques, évidemment, mais parfois, pour des raisons de glace, des raisons de recherche et sauvetage, des raisons autre raison, qu'on a besoin de se rendre à cet endroit-là, on s'en va tranquillement dans des endroits qui sont non cartographiés. Comme deviner qu'on y va de manière assez parcimonieuse. Maintenant, la majorité de nos brisages sont équipés de sondeurs multifaceaux qui donnent une image en 3 dimensions du fond marin et on fait des relevés bathymétriques. On peut faire jusqu'à 2-3 km de large en faisant une passe, dépendamment de la profondeur. Fait qu'on s'affaire de manière intense à sonder l'Arctique. On ne va pas sonder partout, il y a des endroits où les navires vont pas. Mais on va sonder aux endroits qui ont été identifiés par le commerce, où ce qui manquait de données, puis le commerce, les navires commerciaux, ou les utilisateurs locaux, ou la garde côtière ont identifié comme des secteurs critiques où on devait avoir plus de données. La baie d'Ungava en est un bon exemple. La baie d'Ungava, il y a des communautés qui sont tout autour, il y a la Patok qui est au centre, et c'est pas profond, et c'était juste des lignes de sondage, il y avait des navires qui avaient passé là, puis qui avaient sondé. Fait qu'on avait juste une ligne, donc les navires passaient toujours au même endroit. Fait qu'on pouvait avoir pas de glace à 5000 à côté, mais on n'y allait pas parce qu'il n'y avait pas de sondage. On était obligé de continuer notre route dans la glace, malgré qu'on aurait une route plus facile un peu à côté, parce que cet endroit-là n'était pas cartographié. Donc, la baie d'Ungava, il y a un gros travail qui se fait là, dans la baie du Tson aussi. Et à d'autres endroits dans l'Arctique canadien. Donc, avec nos sondeurs multifaceaux, on est en train d'accélérer le rythme de sondage de l'Arctique canadien. Le service hydrographique produit des cartes aux standards modernes, ce qui diminue beaucoup le risque d'accident dans ce secteur. Ensuite, missions scientifiques, quelques missions scientifiques. Quand on est dans le Nord, il y a toujours un ou deux scientifiques qui aiment se greffer au bateau pour utiliser l'occasion, utiliser le taxi pour aller faire quelque sorte d'échantillonnage, peu importe ce qui est en recherche, sur quoi la recherche porte. Ils sont aussi, on les retrouve évidemment en grand nombre sur l'Amundsen, qui est un brise-glace de science qui est dédié à la science dans l'Arctique l'été. Donc, il ne fait que de la science. Recherche et sauvetage toujours, même s'il est en mode science, il est affrété par les scientifiques. S'il y a un cas de sauvetage, la science arrête et le brise-glace va toujours aller faire recherche et sauvetage. À quelques reprises, il est allé assister des navires dans la glace parce que c'était le navire le plus proche. Puis le temps que les brise-glaces se rendent, ça aurait été compliqué. Donc, l'Amundsen va faire un petit peu de déglaçage, mais c'est vraiment minime, mais les scientifiques, donc la science dans l'Arctique est très présente. La majorité de nos brise-glaces ont toujours une petite portion de science dans leurs 3 mois, 3 mois et demi qui passent dans l'Arctique, que ce soit même les navires du Québec ou les navires des maritimes, le Louis Saint-Laurent, Terry Fox, Henry Larson. Ces navires-là peuvent aussi faire de la recherche. Ainsi, un brise-glace dans l'Ouest, Wilfrid Laurier, fait aussi un peu de science dans l'Arctique. Évidemment, avec l'ouverture avec les peuples autochtones, que ce soit les peuples du Sud ou les peuples du Nord, on engage plus les communautés. On essaie de faire plus de visites de communautés. On les tient aussi beaucoup plus au courant de nos opérations. Donc, on les engage beaucoup plus. C'est pas un montagne, c'est un anglicisme, les engager. On les contacte, on est en contact avec eux, on échange avec eux, on les avise quand on arrive dans leur communauté. Donc, un travail beaucoup plus proche des communautés. Donc,
Puis quand on est dans les communautés, des fois, si on a le temps, on arrête, puis on va organiser une journée porte ouverte. On va chercher les gens de la communauté à bord, on leur fait visiter le navire, on leur explique les opérations. Parfois, ce n'est pas possible d'amener les gens à bord. On peut emmener un ou deux officiers, commandants, des fois chefs mécaniciens, officiers de pont, et on va faire des conférences dans des endroits, les écoles, ou gymnase, puis on va leur parler de la garde côtière, on leur donne quelques souvenirs, on leur explique comment le navire fonctionne. Puis c'est toujours un moment, des moments agréables. Les gens sont contents d'entendre parler de nos navires, ils aiment la garde côtière, et le fait qu'on s'ouvre à eux et qu'on n'est plus juste le gros navire du sud qui arrive dans le nord et qui fait ce qu'il veut, mais qu'on leur explique le pourquoi du comment. Puis à ce moment-là, ils se sentent impliqués. Puis ça fait une meilleure relation avec les Inuits dans l'Arctique. C'est ça. Fait que pour l'instant, j'ai pas mal fait le tour de ce que je sais de la garde côtière, notre capacité aussi à briser le fleuve, notre présence dans le fleuve Saint-Laurent, notre présence dans l'Arctique. Si jamais il y avait d'autres précisions, je serais disponible pour vous en parler si vous avez besoin. Merci beaucoup. Oui. Bon, voilà, donc c'était commandant Julien. C'est un homme qui a beaucoup de paroles, qui a de la facilité à parler beaucoup. Donc, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Je pense qu'il aurait pu vous en parler pendant des heures et des heures encore. Donc, je vais conclure en fait en recentrant un petit peu la présentation vers Québec, étant donné que c'est vraiment ce qui nous intéressait le plus. C'est vraiment difficile de parler de la garde côtière en ciblant vraiment un secteur parce que c'est tellement vaste la garde côtière. On opère partout des opérations qui sont malgré tout similaires un petit peu partout là, quand on parle de déglaçage, d'opérations de balisage, tout ça. Mais à Québec, principalement, ce que vous pouvez observer, en fait, c'est la base de la garde côtière, une des bases de la garde côtière canadienne qui est sur le boulevard Champlain. Donc, c'est la base où est-ce qu'on retrouve, entre autres, les quais de la Reine, comme le commandant Julien là, qui le mentionnait. C'est à cet endroit-là là, que nos navires de la région vont s'arrêter pour différentes raisons, là, des entretiens, pour attendre de partir pour l'Arctique, par exemple. Ou, on a également c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on entrepose puis qu'on entretient les bouées, les aides à la navigation. Donc, comme par exemple, le Martel Black va pouvoir aller charger et décharger les bouées à cet endroit-là, entre autres. Il y a également le Centre de services et de communication maritime, le SCTM, qui est vraiment le centre radiophonique, finalement, de la garde côtière. C'est le centre qui va prendre des appels radio partout sur le fleuve pour la région de Québec. Puis le Centre secondaire de sauvetage maritime, qu'on appelle le MRSC, qui est l'acronyme anglophone, en fait. Là. Mais ce centre-là, en fait, est vraiment dédié aux appels d'urgence, donc les appels de recherche et sauvetage. C'est le centre qui va recevoir les appels et qui va coordonner avec nos ressources terrain là, pour envoyer de l'aide aux personnes, finalement. À Québec, notre navire de recherche et sauvetage, c'est le NGCC Cap Tourmente, donc qui est basé à Québec. C'est le navire que vous risquez de voir le plus souvent sur l'eau. C'est un plus petit navire, un 47 pieds, qui est dans le secteur du bassin Louise habituellement. Donc, c'est vraiment l'embarcation qui va être envoyée sur tous les cas de recherche et sauvetage du secteur de Québec. Et finalement, il y a également l'héliport de Québec là, que vous ne pouvez pas voir, mais qui est dans le secteur de l'aéroport, en fait. C'est vraiment la base de nos hélicoptères du secteur Saint-Laurent. Donc, secteur Saint-Laurent, on a 5 hélicoptères qui sont vraiment déployés là, pour ce secteur-là. Ils sont utilisés à différentes fins, là, autant en recherche et sauvetage que pour l'hiver. En fait, on les met sur les brise-glaces pour effectuer des patrouilles de glace. Donc, on a des spécialistes des glaces là, qui montent à bord, qui vont aller cartographier vraiment les glaces en temps réel sur le fleuve. Donc, ça va donner une bonne indication là, au commandant des brise-glaces pour ouvrir les routes pour les navires commerciaux. Donc, c'est des vols qui ont lieu le matin et l'après-midi, à chaque jour, en fait, là, pendant la période de déglaçage. Donc, à partir de Québec, vous pouvez probablement les voir assez souvent s'envoler puis revenir sur les navires. C'est ça. Ben, sinon, les hélicoptères aussi, on peut les utiliser pour plein d'autres choses, là, dont atteindre des sites éloignés pour l'entretien de nos aides fixes, par exemple, ou plusieurs autres missions. Donc, ils sont vraiment très en demande.
Pour conclure, les navires que vous risquez de voir le plus fréquemment à Québec, là, c'est nos brise-glaces lourds, comme Commandant Julien a dit, donc la Munson, le Pierre Radisson et le Desgroseilliers que vous allez voir très fréquemment dans le secteur de Québec. Le baliseur, le plus petit brise-glace sur lequel le Commandant Julien était pendant la présentation, le Martha L. Black, qui se promène aussi beaucoup dans le secteur de Québec là, à l'année longue. Et les aéroglisseurs, qui sont les véhicules à coussin d'air, qui, en fait, ils sont basés à Trois-Rivières, mais ils vont très régulièrement à Québec. Leur site d'atterrissage, en fait, c'est vraiment la baie de Beauport. Donc, ça peut arriver là, que vous voyez ce gros engin-là qui est assez particulier, en fait. Là, vous pourrez le googler. J'aurais pu vous mettre une photo pour voir de quoi ça a l'air, mais ils vont atterrir à la baie de Beauport, par exemple, pour passer la nuit pour reprendre les opérations le lendemain. C'est pas le type d'engin, en fait, qui peut aller au quai de la Reine. Là. Ça leur prend vraiment un endroit pour se beacher, excusez l'anglicisme. Donc, voilà, écoutez, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On aurait pu en parler longtemps encore, mais je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube de la Garde côtière canadienne. Il y a la chaîne francophone et anglophone. Il y a vraiment beaucoup de vidéos informatives là, sur les différents programmes de la Garde côtière canadienne, plein de choses. Si vous voulez entendre parler de nos interventions d'environnement avec les interventions environnementales ou les cas de recherche et sauvetage. En tout cas, il y a vraiment une panoplie de vidéos qui sont disponibles, qui sont vraiment très intéressantes et qui peuvent répondre à beaucoup de vos questions. Puis, je vous invite également à nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, parce qu'on publie beaucoup de contenu en temps réel. Donc, des fois, pendant une visite touristique, vous pourriez aller chercher de l'information, par exemple, de qu'est-ce que le navire en dessous des ponts de Québec est en train de faire, c'est quoi l'opération, parce qu'on publie de façon pas quotidienne, mais presque là, beaucoup d'informations. Fait que ça peut être super intéressant pour vous d'être capable d'en parler en temps réel avec les informations que vous pouvez aller chercher sur nos médias sociaux. Donc, voilà. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre à la période de questions. Et même dans transférer au commandant Julien, là, il ne pourra pas être avec nous, mais si vous avez des questions spécifiques là, pour le commandant, je pourrais lui transmettre par courriel, puis on pourra vous les renvoyer par la suite. Fantastique, Émilie. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Merci énormément. C'était vraiment super intéressant. C'était bien aussi d'avoir le commandant Julien comme ça, tu as pris le temps d'avoir cette vidéo-là, puis que lui ait pris le temps de l'enregistrer pour notre association. Là, ça fait vraiment dynamique, super intéressant parce que ça fait partie de notre paysage quand on guide, quand on arrive devant le fleuve, parce que notre clientèle est très impressionnée par le fleuve. Puis quand on en parle, puis les réserves d'eau potable, qu'est-ce que ça représente, les grands lacs et tout, on essaie de l'imager, comment ça peut être gros, puis toute l'activité économique qu'il y a là-dessus, mais quand on en voit vraiment, ça devient plus concret. J'aime beaucoup aussi ton idée de voir en temps réel. C'est ton exemple de s'il y a un bateau proche des ponts de Québec, pont Pierre-Laporte, voir qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Là. Ça peut donner de l'information super le fun pour les touristes, expliquer qu'est-ce qui se passe. Là, fait que, mais oui, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que je vais inclure ça dans mes tours. Je suis vraiment impressionnée aussi par la statistique que tu as donnée sur le nombre de vies qui est sauvé à tous les jours. Oui, c'est fou. Hein? On est beaucoup de navires de recherche et sauvetage. Fait il y a de plus en plus de gens sur les plans d'eau. Donc, c'est ça génère beaucoup. Puis on a aussi, à travers ça, on a aussi des équipes étudiantes qui sont installées sur des bases de recherche et sauvetage temporaires l'été, qui font du recherche et sauvetage pour aider nos navires tellement qu'il y a des cas puis qu'on a besoin d'être présent sur l'eau. Donc, c'est assez fou. Hein? J'ai cru comprendre aussi que l'été dernier, aussi avant, il y avait eu plus de cas aussi parce que les gens sortent plus avec la pandémie, ils se sont achetés des bateaux puis ils ne savent pas nécessairement trop comment les conduire aussi, ces bateaux-là. C'est ça, les gens n'ont pas tout le temps l'expérience de navigation des fonds marins, des courants, tout ça. Donc, oui, c'est un environnement que ça vaut la peine de prendre le temps de prendre des formations puis d'apprendre la navigation. Pour d'avoir son permis. Rester en sécurité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, super, Émilie. Je te remercie énormément. Donc, cher guide, on se retrouve le 2 mars à 19h pour une période de questions. Alors, d'ici là aussi, vous pouvez retourner voir notre première conférence qu'on a tournée il y a 2 semaines avec M. Lemoine. Elle est disponible dans Teams. N'hésitez pas pour y aller. Et Émilie, on va se revoir
le 2 mars. Merci encore beaucoup, beaucoup pour ton temps et pour toutes les recherches que tu as fait pour nous. C'est bon, mais ça me fait plaisir. Bien, merci. Au revoir. Bye bye.